19h45, la Barre Info Soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 6 août 2025. Cela dit, arrivé ce matin à Niamey du président tchadien Mahatma Idriss Déby Itno. Il a été accueilli à l'aéroport international Diori Hamani par son homologue nigérien. Accompagné d'une forte délégation, le président tchadien entame ainsi une visite de travail et d'amitié de 48 heures au Niger. L'ambiance de l'accueil avec nos reporters Adam Ousmana et Sadou Doumi. L'aéroport international Diori Hamani de Niamey connaît une ambiance inhabituelle avec des chants et danses traditionnelles sous les youyous des femmes. Une ambiance annonçant les couleurs de l'accueil réservé au président tchadien, le maréchal Mahatma Idriss Déby Itno, dont l'avion s'est immobilisé sur le tarmac dans les environs de 11 heures locales. À la passerelle de l'avion présidentiel tchadien, son homologue nigérien, le général d'armée Abdrahman Tchani. Après les honneurs militaires et l'exécution des hymnes de deux pays, l'hôte du jour était salué par le Premier ministre, les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, ceux du gouvernement et plusieurs autres personnalités. Puis vint la séance de tête-à-tête entre les deux chefs d'État au salon présidentiel. À noter la présence d'une forte délégation de la communauté tchadienne vivant au Niger, dont quelques-uns n'ont pas caché leur joie à cette occasion. C'est un sentiment de joie, de fraternité. Ça n'arrive pas souvent de rencontrer les présidents, donc une fois dans l'histoire, on a cette joie de mobiliser d'ailleurs d'abord toute la communauté tchadienne que vous voyez ici présent pour accueillir notre président. C'est un acte de patriotisme. Je fais partie des gens qui ont adressé une correspondance aux autorités tchadiennes pour demander à ce que les autorités tchadiennes viennent vers l'AES. Je suis venu accueillir mon président et mon neveu en même temps. On est très contents, on est venu l'accueillir ici. Ce jour, c'est un grand jour pour nous. On est très contents. Le Tchad et le Niger, c'est le même sang. Là où je parle, mes enfants aussi, ils sont d'ici. Au président de la communauté tchadienne vivant au Niger de louer la mutualisation des forces de deux pays frères pour sécuriser leurs frontières. Les forces sont mutualisées. C'est cette force-là qui est en train de chercher à circonscrire tout ce qui peut arriver au niveau des frontières. Mais il n'y a pas un problème particulier entre le Tchad et le Niger. Au niveau des frontières, il n'y en a pas. La forte délégation présidentielle tchadienne s'est ensuite transportée à la résidence affectée au maréchal Mahatma Idriss Déby avant de se retrouver dans l'après-midi au palais de la présidence du Niger pour une séance de travail entre les deux délégations. Une grande rencontre culturelle internationale Soangay Zarma Dandi va se tenir au Niger du 7 au 10 août 2025. En moins d'une semaine, le comité d'organisation a animé un point de presse le jeudi dernier pour faire le point des préparatifs. Ismaël Moumni Ibrahim Abdou. Niamey sera sous le fait des projecteurs à travers un événement majeur à enjeu national et international, à savoir la rencontre culturelle internationale. Cette rencontre, qui sera parrainée par le général d'armée Abdrahman Tchani, mettra en exergue la langue et la culture Soangay Zarma Dandi. L'objectif visé est de produire des connaissances susceptibles de contribuer à la prise de décision et in fine à la valorisation des potentialités culturelles, artistiques, techniques, sociales, politiques et économiques de l'espace Soangay Zarma Dandi, de notre pays et de tout l'espace de l'Alliance des États du Sahel AES. Plus spécifiquement, le colloque de Niamey des 7, 8, 9 et 10 août 2025 vise à contribuer à une meilleure connaissance de la langue, de la culture, des systèmes éducatifs dans l'espace Soangay Zarma Dandi, contribuer à une meilleure connaissance des communautés Soangay Zarma Dandi à travers l'histoire, le peuplement et les interrelations avec les autres communautés, contribuer à une meilleure connaissance des principaux enjeux, défis actuels et à venir sur les plans sociaux, géopolitiques, environnementaux, économiques et sécuritaires. Contribuer à une meilleure connaissance des principaux facteurs et sources de vulnérabilité de tous ordres et de toute nature des communautés et de leur cadre de vie. Contribuer à la réflexion et à l'identification des voies et moyens
les plus appropriés pour un retour rapide à la paix et à une coexistence pacifique pérenne. Ce sont les contenus scientifiques de 150 chercheurs de plusieurs pays qui ont été retenus pour le colloque. Les autres participants, en présentiel ou en visioconférence, auront à discuter le thème du colloque sous 5 différents axes, mais interactifs. Axe 1, langue, culture et éducation. Axe 2, histoire, territoire et peuplement. Axe 3, économie et développement. Axe 4, foncier, système de production rurale et souveraineté alimentaire. Et axe 5, gouvernance, paix et défis sécuritaires. Les chercheurs proviennent d'au moins 12 pays. Bénin, Mali, Burkina Faso, Soudan, France, Ghana, Nigeria, Niger, Côte d'Ivoire, Cameroun, Guinée, etc. En dehors du colloque, il y aura également d'autres manifestations scientifiques au cours de cette rencontre de Niamey, telles que des forats qui vont réunir des chefs traditionnels, des femmes, des jeunes et des communicateurs. Justement, par rapport à cette rencontre internationale sur la langue, la culture, l'histoire, les valeurs et autres richesses de l'espace, nous accueillons sur ce plateau le PhD Mamoudou Jibo. Il est le président du comité d'organisation de cette rencontre. PhD Mamoudou Jibo, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci. En effet, Niamey va accueillir du 7 au 10 août 2025 un colloque scientifique dont vous êtes le président du comité d'organisation. Donc, quel est l'état d'avancement des préparatifs et qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre internationale? Merci beaucoup. En fait, le colloque n'est qu'une des activités de la rencontre culturelle internationale. Nous avons initié cette rencontre dans le but d'échanger sur la langue et la culture. Et nous avons prévu un paquet d'activités, notamment le colloque scientifique dont vous avez parlé tantôt, et des forums, des forats, dont un pour les chefs traditionnels de la zone des 3 frontières, les femmes leaders de la zone des 3 frontières, les jeunes de la zone des 3 frontières et les communicateurs en langue Salma Songhai Dandi de la zone des 3 frontières. Puis une deuxième activité, une exposition de produits traditionnels artisanaux. Et une troisième activité, des soirées culturelles et artistiques. Voilà le menu. Et à l'heure où je vous parle, par la grâce de Dieu, tout est fin prêt. Alors, PhD Mamoudou, vous êtes le président du comité, je venais de le dire tantôt. Pourquoi le choix de la langue Zarma Songhai Dandi? Il y a une histoire. Cela a commencé dans les années 2000, à Gao, au Mali, avec la création de l'ARPEX, l'Association pour la réhabilitation et la promotion de la culture Songhai, qui a créé un festival international des arts et de la culture Songhai, dont les éditions de 2005, 2006, 2007 ont été couronnées de succès. J'ai participé à toutes ces éditions jusqu'à ce qu'en 2008 ait commencé l'occupation de Gao. Cela a été perdu et depuis 2020, certains leaders du nord du Mali qui se sont retrouvés à Bamako ont organisé quelques événements culturels autour de la langue et la culture songhai qui n'avaient plus le même impact, la même importance que ce qui était organisé à Gao. Et avec la décision de l'ACALAN, l'Académie africaine des langues, en février 2019 à Niamey, au CELTO, d'ériger ou de retenir la langue songhai comme langue transfrontalière de communication et langue de travail d'une langue africaine, nos frères du Burkina ont organisé une semaine culturelle songhai à Ouagadougou en mars 2019, à laquelle également nous avons pris part. Et de Ouagadougou, déjà, le 30 mars 2019, nous avons pris l'engagement d'accueillir à Niamey la prochaine édition. Mais malheureusement, à notre retour de Niamey, le monde a connu la Covid-19, qui interdisait tout rassemblement. Puis, il y a eu les élections générales au Niger qui nous ont accaparés. Et finalement,
Ce n'est qu'en août 2024 que nous avons commencé à repenser à l'activité, à nous réunir, à produire les termes de référence. Et à partir de novembre, nous avons pratiquement mis en place toutes les commissions et nous avons commencé à écrire aux autorités de la République dès le 19 février pour leur annoncer notre volonté d'organiser cette rencontre. Donc, c'est faire en sorte qu'une langue qui est parlée dans plusieurs pays de notre sous-région et d'ailleurs, parce que jusqu'en Soudan, cette langue est parlée, jusqu'au sud de la région, cette langue est parlée, sous l'appellation de Korenji. Nous estimons que nous pouvons, par la diplomatie culturelle, mettre la langue au service de la cohésion sociale, au service de la paix et au service du développement de nos pays. Alors, nous sommes à la veille de la tenue de cette rencontre. Les différents pays invités à cette rencontre ont-ils répondu favorablement? En tout cas, nous avons déjà des délégations du Mali, du Burkina Faso, le Bénin, ils sont en cours de route, le Togo est là, le Bénin, oui, les Nigériens du Bénin sont là, la Côte d'Ivoire est là, le Nigeria est en route, nous avons les Soudanais que nous attendons incessamment, ou ce soir ou demain matin. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir des réponses de nos frères de la région de Tebelbela, dans le sud d'Algérie, et ceux de la Guinée forestière, la région de Sigiri. Mais nous estimons que d'ici jeudi, vendredi, probablement que ceux-là aussi vont réagir. Donc nous estimons déjà, parce que nous avons déjà environ 400 invités, et je pense que notre objectif de 600 invités internationaux n'est pas très éloigné. PhD, est-ce que les différentes activités que vous venez de citer, est-ce que les portes seront ouvertes à toute la population de Niamey qui souhaiterait participer à ces différents colloques et autres activités? Tout est absolument gratuit. Par la grâce de Dieu, nous avons bénéficié du soutien de l'État et de notre diaspora. Beaucoup de Nigériens ont réagi spontanément, aussi bien au Niger même que ceux résidant dans les pays de la région, de la sous-région et de la région africaine. Et même si nous n'avons pas pu boucler notre budget qui est quand même assez pesant, assez lourd, nous avons pour l'essentiel, en tout cas, de quoi tenir la route, Inch'Allah. Alors pour finir avec vous, un dernier mot à l'intention de la population et surtout à l'endroit de vos cousins à Plaisanterie. Je voudrais bien que les Gobra viennent avec leur Burkutu, les Gouroumantiers avec leur Tchapalo, les Gourinsi avec leur méchis de chien, les Dogons avec leur masque et leur habit bizarre là, et bref, les Touaregs, pas qu'ils viennent avec les cabris des voisins, mais en tout cas, nous voulons les voir enturbanés parmi nous. Nous lançons un appel surtout à l'ensemble de la population nigérienne pour que tout le monde se sente concerné. C'est une activité nigérienne, une activité d'abord nigérienne qui concerne tous les Nigériens. Nous n'œuvrons pas dans un but sectaire. Pour nous, c'est une langue, c'est une culture, celle s'appelle Songay dans certaines zones, Dandi dans d'autres, Zarma dans d'autres régions, Tassawak ou Tagadag, à Hingal. Pour nous, c'est la même langue, c'est une langue nigérienne. Il faut que nos langues contribuent à la cohésion communautaire pour que la amana que nos ancêtres ont tissée et laissée en héritage, qu'elle serve la réalité géopolitique de nos pays d'aujourd'hui. Donc, tout le monde est invité, que tous soient souriants, accueillants et que la fête soit belle. PhD Mahmoudou Djibo, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président du comité d'organisation de la rencontre internationale sur la langue, la culture, l'histoire, les valeurs et autres richesses qui va s'ouvrir demain à Niamey du 7 au 10 août 2025. Restez avec nous pour suivre la suite de cette édition.
Cela dit, le corps enseignant de l'école des mines, de l'industrie et de la géologie EMIG a honoré ce matin 4 de ses enseignants-chercheurs promus au grade de maître assistant à la 47e session du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. Ils ont été présentés et félicités lors d'une cérémonie à l'EMIG. Nafissatou Yahya, Aboubakar Souley. À travers cette cérémonie, l'école des mines, de l'industrie et de la géologie EMIG honore 4 de ses enseignants-chercheurs lauréats à la 47e session du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. Il s'agit de Abbas Saleh Abdoulatif, Saleh Mahamadou, Hassan Mahamad Abdelrazak et Atman Mahamad Kosso Mustafa, tous promis au grade de maître assistant. Cette reconnaissance, fruit d'un long parcours d'efforts, de rigueur et d'engagement dans l'enseignement supérieur, a été saluée par le directeur général de l'EMIG. En effet, cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la reconnaissance de l'effort du corps enseignant de l'EMIG pour le renforcement de leurs compétences en matière d'enseignement et de recherche en se soumettant à l'évaluation de leurs performances à travers le CAMES. Cet effort, qui est à saluer, va contribuer à la nouvelle démarche de l'EMIG pour développer la recherche appliquée, les innovations technologiques et la mise en œuvre de nouvelles filières professionnelles et techniques conformément au cahier des charges de M. le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, qui a lui-même reçu des plus hautes autorités de notre pays, à savoir le développement des formations professionnelles et techniques pour que les métiers soient assurés pour les diplômés désormais. L'occasion a été saisie par le représentant des lauréats pour exprimer toute sa reconnaissance et sa gratitude à l'endroit de tous les acteurs qui ont contribué à cette promotion. Je voudrais en premier lieu rendre un vibrant hommage à M. le directeur général de l'école des mines, de l'industrie et de la géologie, Dr Inoussa Mahaman Maroui, maître de conférence. Cher directeur, au-delà de votre fonction, vous avez été un pilier et un moteur, toujours à l'écoute, toujours disponible et surtout résolument engagé pour la valorisation du corps enseignant de notre institution. Nos remerciements vont également à l'ensemble de nos collègues et collaborateurs. Vos conseils, vos critiques constructives, vos encouragements et votre solidarité nous ont permis de franchir cette étape avec confiance. Parmi vous, le professeur Bourema Sebou mérite une mention spéciale. Son implication, sa bienveillance et sa capacité à stimuler le meilleur en chacun de nous ont été décisifs dans notre réussite. Qu'il trouve ici l'expression de notre reconnaissance respectueuse et admirative. Cette promotion n'est pas une fin en soi, mais plutôt une invitation à redoubler d'efforts pour contribuer chacun à son niveau au rayonnement de l'EMIG, à la formation d'une jeunesse compétente et à la production d'un savoir utile à notre société. Ainsi, par cette promotion au titre de l'année 2025, le corps enseignant de l'EMIG compte désormais 8 maîtres assistants en plus des 2 maîtres de conférence et un professeur titulaire. Notre rubrique hebdomadaire à présent, la chronique juridique qui porte sur le thème action en justice. Pour nous décrypter ce thème, le juriste Alfred Emmanuel Gobagé, également président du Raza Presse, que je vous propose de suivre. Très bonne réception à vous. L'action en justice est un droit qui est ouvert à tout citoyen. Et l'action en justice est encadrée par un certain nombre de normes. Certes, les lois de la République donnent la possibilité à chaque citoyen de porter sa cause devant la justice. Mais sauf que il y a un certain nombre de conditions qui doivent encadrer cette action en justice.
Si l'action en justice n'est pas encadrée, vous allez voir que le bureau du juge sera saturé par tout type d'action qui, à la limite, vont excéder ou bien vont, si vous voulez, devenir à la limite un abus. Et donc, pour éviter l'abus des citoyens, on a encadré l'action en justice. Il a été mis des garde-fous et des conditions selon lesquelles le citoyen peut porter une cause devant une juridiction. Et c'est ce que nous allons voir dans ce numéro. Ainsi, au terme de l'article 11 de la loi 2015-23 du 23 avril 2015 portant code de procédure civile, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Donc, vous voyez ici, sur la base de cette disposition, que l'action en justice, c'est ce processus-là qui vous conduit tout simplement à saisir un juge pour lui soumettre une prétention. Dans bien de cas, les parties protagonistes estiment chacune pour sa part qu'elle a raison. Mais il revient au juge praticien du droit, selon les circonstances, d'étudier le dossier et de lui appliquer ou d'appliquer le droit aux faits. Donc, l'auteur d'une action en justice ne fait que porter une prétention devant un juge. Le traitement de cette prétention-là est de l'apanage du juge en tant que praticien du droit. Il revient au juge de dire cette action fondée ou mal fondée en droit. Maintenant, qu'en est-il de l'adversaire? Puisque dans un litige, vous avez deux parties. Vous avez une partie qui estime qu'elle a raison, ou une partie qui est assignée ou qui est convoquée, mais vous avez également la partie défenderesse, celle contre laquelle l'action est exercée. Donc cette partie est appelée à se défendre. Et donc, pour cette partie qu'on appelle l'adversaire, l'action, c'est le droit de discuter du bien fondé de cette prétention. L'auteur de prétention saisit la justice pour qu'elle puisse se prononcer sur le bien fondé de sa prétention. Mais pour l'adversaire ou le défendeur, l'action, cette fois-ci, c'est son droit de discuter du bien fondé de cette prétention. L'article 12 dispose pour sa part que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Parce que quand un procès est engagé devant la justice, vous avez des personnes, bien que n'étant pas parties au procès, peuvent avoir un intérêt dans ce litige qui est ouvert. Je prends un exemple. X vend une maison à B. Maintenant, après, B ayant acheté la maison, n'est toujours pas entré en possession de la maison, de l'immeuble en question, ou bien est victime de troubles de jouissance après achat. Donc ici, vous avez un litige entre X et B. Mais il se trouve que C, qui n'est pas partie à ce contrat, a été celle qui a vendu la maison à X qui l'a vendue à B. Donc, vous voyez ici, C n'étant pas partie à ce litige, puisqu'il y a un litige qui concerne les deux parties et qu'il y a une remise en cause de cette vente que C a fait, eh bien, C a un intérêt ici dans ce litige parce que tôt ou tard, elle peut être assignée dans une sorte d'intervention dans ce procès. Donc, la justice fonctionne de cette manière. Tous ceux qui ont un intérêt dans un litige, eh bien, sont appelés à faire entendre leur cause ou leur prétention devant un juge qui est appelé à discuter ou bien à dire cette prétention fondée ou mal fondée. Donc, en ce sens, pour agir en justice, il faudrait qu'il y ait un intérêt. Si vous n'avez pas d'intérêt dans le dossier, le juge ne peut pas recevoir votre action. Donc, il faut avoir un intérêt pour agir. C'est en ce sens que, pour l'adversaire, l'action, c'est le droit de discuter du bien fondé de la présomption. Et, au terme de l'article 12, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime. Il ne suffit pas d'avoir un intérêt,
Mais encore qu'il faut que cet intérêt-là soit un intérêt légitime pour qu'il puisse conduire au succès de votre prétention. Sinon, cela va conduire à un rejet de votre prétention. Mais il y a encore une réserve. Sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou de défendre un intérêt déterminé. Il y a des cas dans lesquels la loi a donné compétence spécifiquement à un certain nombre de personnes pour agir. Si vous prenez un exemple, la filiation entre père et fils. Là, c'est une action entre père et fils. Quand il y a une situation entre les deux, au nom de la filiation, il revient soit au père ou au fils, ici, d'intervenir dans ce dossier. Mais il y a des dossiers dans lesquels tout le monde peut avoir intérêt. Donc, dans ce genre de dossier, la loi ouvre la voie à tout intéressé d'intervenir. Mais par contre, il y a des dossiers dans lesquels c'est seulement ceux qui ont un intérêt, ou bien c'est un certain nombre de personnes seulement qui sont qualifiées par la loi. C'est la loi qui dit c'est telle et telle personne seulement qui sont habilitées à agir dans ce dossier. Pas tout le monde. Et par contre, il y a des dossiers dans lesquels toute personne ayant un intérêt peut agir. Donc, la loi dit que sous réserve de ces cas-là où la loi prévoit que certaines personnes, dans les autres matières ou dans les autres domaines, les autres personnes peuvent intervenir parce qu'elles ont un intérêt. Donc, pour dire tout simplement que les citoyens ont le droit d'accès ou ont le droit de faire une action en justice, mais l'action en justice doit revêtir un certain nombre de caractères, doit être ouverte à ceux-là qui ont un intérêt, à ceux-là qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention. Alors, au terme de l'article 13, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Si vous agissez alors que vous n'avez pas le droit d'agir, le juge ne va pas recevoir votre requête. Ou si vous agissez contre une personne au terme de cette disposition qui n'a pas le droit d'agir, eh bien cette action ou cette prétention sera irrecevable. L'action se prescrit suivant ici les distinctions prévues par le code civil ou par la loi. Et l'action malicieuse, vexatoire, dilatoire ou qui n'est pas fondée sur des moyens sérieux constitue une faute ouvrant droit à réparation. Il en est de même de la résistance abusive à une action bien fondée. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Vous avez certes le droit de saisir la justice dans une affaire dans laquelle vous avez intérêt. Mais attention, cette action, si le juge constate que vous exercez, ou bien dans l'exercice même de ce droit-là, vous exercez une action malicieuse, une action vexatoire ou dilatoire, parce qu'il y a des gens, dans un procès, ils tirent, ils essaient de gagner du temps. C'est une action dilatoire. Ou bien une action malicieuse. C'est-à-dire qu'on use de la mauvaise foi dans le procès. Et bien sûr, le juge constate cela, il peut vous condamner à des dommages-intérêts parce que cela peut amener une réparation pour votre adversaire dans le cadre du procès. Il en est de même de la résistance abusive parce que vous allez voir, dans un procès, deux parties protagonistes. Vous savez pertinemment que vous n'avez pas raison dans le dossier. Vous savez pertinemment que vous êtes débiteur, vous devez la créance, vous devez la dette. Mais vous résistez abusivement, vous résistez sans cause ou sans raison. Donc si le juge constate une résistance abusive à une action pourtant bien fondée, eh bien le juge peut donner des dommages intérêts à votre adversaire pour tout simplement réparer le préjudice que vous causez. C'est pourquoi vous allez voir dans certaines procédures ouvertement abusives, eh bien une autre partie peut vous poursuivre pour procédure abusive. Et en ce sens, si le juge constate qu'effectivement une procédure abusive et vexatoire, eh bien il peut vous condamner à une réparation. Donc, l'action en justice est certes ouverte, mais nous devons faire attention parce qu'elle est encadrée par des conditions, par des normes, parce que le juge, il est appelé à dire le droit en tranché entre les parties. Mais si vous utilisez mal ce droit qui vous est ouvert, eh bien ce droit il peut également se retourner contre vous.